Merci beaucoup Gonzalo pour cette présentation très riche et effectivement ça donne beaucoup d'espoir avec cette explosion de nouvelles molécules. En Toutes les attendant que questions Caroline apparaisse, toutes merci ces... vivement à Gonzalo. On a un C'est problème assez technique. ardu, comme vous avez vu. C'est ardu pour tout le monde, hein, rassurez-vous, pas seulement pour les patients, mais aussi pour les médecins. C'est pourquoi il faut que la filière participe à développer des connaissances approfondies et que les médecins, de plus en plus de médecins soient à l'aise pour se trouver la meilleure thérapeutique pour tel ou tel patient, puisque vous avez vu que ça se développe de façon générale pour tous les patients, mais aussi un peu à la carte. Et Caroline, nous sommes là. Alors, je pense qu'il faut présenter quelques diapos d'introduction, c'est ça, je l'avais prévu. Et ensuite, qu'on engage la discussion. Oui, les organisateurs nous proposaient de tout comprendre à la fin de cette session sur les échanges transfusionnels. Ce qu'on s'était dit lors de la présentation, c'était qu'il serait peut-être utile de présenter un peu ce qu'on appelle les échanges transfusionnels, déjà de quoi on parle, avec quelques diapos inaugurales. Voilà, super, ça marche pour l'instant. Merci beaucoup. Je vais vous demander de passer à la suivante. Donc là, à gauche, vous avez une lame de sang. Vous avez probablement eu déjà l'occasion de voir en cytologie, quand on envoie un tube de sang en analyse et qu'on regarde au microscope. Alors, j'ai pas de flèche, je pense, mais vous pouvez voir différents éléments du sang. Les plus grosses cellules, là, avec des noyaux, sont des globules blancs qui servent à se défendre contre les infections. Les toutes petites qui ressemblent à des points qu'on voit pratiquement pas, ce sont des plaquettes pour lutter contre les saignements, hein, pour éviter les saignements et refermer les plaies. Et au milieu, vous voyez les globules rouges qui sont ces cellules la biconcaves qui sont bien rondes et qui contiennent l'hémoglobine chargée de transporter l'oxygène. Donc, c'est tous ces éléments-là qui circulent dans le sang, dans l'eau du sang, qui s'appelle le plasma. Et pour que ça circule bien, il faut que le sang soit fluide. Donc, quand on est déshydraté, le sang est plus concentré. Donc, on peut comprendre que la circulation se fasse un peu plus lentement. Et on demande aussi aux globules rouges énormément de déformabilité. Il faut imaginer qu'au tout bout du bout des vaisseaux sanguins, là où le globule rouge est censé transmettre son oxygène au tissu, les capillaires, les vaisseaux les plus petits de l'organisme, ils mesurent parfois la moitié d'un globule rouge au repos. Donc, il faut que ce globule rouge puisse s'étirer et passer à travers ces tout petits vaisseaux. Dans les cas de drépanocytose, quel que soit le type de drépanocytose, SS, SC, S-bêta plus ou moins, il y a d'autres types également, mais beaucoup plus rares. La caractéristique est que le transport d'oxygène, il se passe très bien, mais par contre, les globules rouges peuvent devenir plus rigides à cause d'une polymérisation de l'hémoglobine dans certaines conditions du corps. Et en fait, il faut imaginer qu'à un instant T, ces globules rouges de personnes drépanocytaires, qui peuvent avoir une forme tout à fait normale dans la circulation, de temps en temps, ils seront tentés de devenir en forme de faucille, d'adopter cette forme de faucille, donc de devenir des drépanocytes. Donc la drépanocytose est caractérisée par ce changement de forme des globules rouges, c'est un changement de forme réversible, et aussi par une augmentation de la viscosité du sang, c'est-à-dire même hors crise, une personne concernée par la drépanocytose va avoir un sang beaucoup plus visqueux que ce qui est considéré comme la norme. Diapo suivante. Donc, quand la viscosité est moindre et quand les globules rouges sont déformés, on imagine bien que dans tous les petits vaisseaux, là, ça se passe un peu moins bien. Et donc, c'est ce qui va se passer en crise. Diapo suivante.
Donc, la crise et ses traitements. Vous connaissez tous les facteurs favorisant les crises. La vie courante peut favoriser la crise, occasionner la crise. Il en suffit de peu en fonction des personnes pour qu'un globule rouge de forme normale ait tendance à se transformer en drépanocyte. Le stress, l'effort physique, la fatigue, le manque d'eau, les conditions climatiques intenses, le vent, et puis certaines conditions pathologiques, avoir de la fièvre, une infection, un manque d'oxygène, être enceinte et un certain nombre de traitements. Tous ces facteurs favorisants, ils ont tendance à augmenter la proportion de drépanocytes dans la circulation et à faire en sorte que le passage en sens inverse devient moins facile. Tout ce qu'on met en œuvre au niveau du patient déjà, par l'hydratation, le traitement de la douleur, le repos, la lutte contre l'anxiété, le patient va essayer de revenir en situation basale. À l'hôpital, on ne fait pas beaucoup plus, on fait exactement la même chose mais par voie veineuse avec des traitements contre la douleur, avec des morphiniques. Donc on continue les mesures mises en œuvre par le patient et on a quand même l'oxygène qui a tendance à réverser la falciformation et on cherche une infection pour pouvoir la traiter et une grossesse pour la prendre en charge. Et si tout cela est insuffisant et pas assez rapide, alors, diapo suivante, c'est là que vous verrez entrer en jeu des soins plus complexes basés sur la manipulation directe du sang. Alors, je n'ai pas précisé, mais bien sûr, les traitements préventifs comme l'hydroxycarbamide, Gonzalo a parlé aussi de Voxelotor, ces traitements préventifs sont, donc ces médicaments pris régulièrement sont également là pour réduire la falciformation. Donc, ces traitements basés sur la manipulation du sang, on peut les mettre en œuvre soit pour traiter une crise, ce sont les soins curateurs, soit proposer aux patients des programmes préventifs au long cours pour éviter qu'ils ne présentent des crises trop fréquentes, trop graves, ou éviter des atteintes d'organes éventuellement. Diapo suivante. Donc, je vais vous parler déjà de ce qu'on appelle l'hémodilution. L'hémodilution consiste à essayer de rendre le sang du patient drépanocytaire plus fluide. Souvent, on le propose essentiellement aux personnes de phénotype SC, S-bêta+, parce qu'ils ont un taux d'hémoglobine relativement haut, en tout cas presque normal à la base. L'objectif, c'est de rendre le sang plus fluide et l'image qui me vient le plus souvent en tête, c'est l'image du sirop. En fait, quand un sirop est épais, on voit il coule un peu avec difficulté, lentement. Et finalement, pour rendre ce sirop un peu plus fluide, comment on peut procéder? On peut enlever du sirop et rajouter de l'eau. Bon, c'est un comparatif un petit peu schématique, mais on comprend bien qu'un sang plus fluide circule mieux dans les tout petits vaisseaux. Et c'est ce qu'on propose de faire par l'hémodilution. On enlève du sang par une saignée, un petit volume de sang adapté aux conditions de l'individu et à son poids. Et le sang drépanocytaire qui est enlevé est remplacé par de l'eau pour ne pas déshydrater le patient et ça donne un sang un peu plus fluide. Et au bout d'un certain nombre de saignées compensées, d'hémodilution, on arrive à faire baisser l'hémoglobine. Ici, vous le voyez sur le schéma du milieu. Le patient a normalement un taux d'hémoglobine quasiment normal ou proche de 130. Et au fil des hémodilutions, on arrive à le stabiliser autour de 95-100 grammes par litre d'hémoglobine. Ces globules rouges deviennent plus petits d'ailleurs. Et tout cela, ça repose sur une carence en fer avec des marqueurs du fer qui deviennent très bas. Et il est souhaitable de garder cette carence en fer qui aidera le patient à rester bien stable. Et en général, c'est un traitement efficace pour la prise en charge des crises des personnes SC ou S-bêta+, et c'est un traitement qui peut très bien prévenir la survenue des crises. Donc ça s'appelle l'hémodilution. On travaille exclusivement sur le sang du patient. Diapo suivante. À part l'hémodilution, il y a d'autres soins qui reposent sur la transfusion.
Alors, je reviens sur mes histoires de drépanocytes. Hors crise, peu de drépanocytes. Les globules rouges sont tous drépanocytaires, mais certains, et une large majorité, ont une forme normale et un comportement normal dans la circulation. En crise, beaucoup plus de drépanocytes dans la circulation, ça ralentit le flux. Il y a un moment où on a l'impression que ça fait une sorte de cercle vicieux. Plus le flux ralentit, moins les conditions sont bonnes et plus il y a de drépanocytes. Et c'est là que la crise peut survenir. La circulation est ralentie, les tissus souffrent, on voit apparaître une inflammation et de la douleur. Donc les soins transfusionnels vont intervenir quand toutes les thérapeutiques précédentes n'ont pas réussi à réverser la situation et réduire la proportion de drépanocytes. Diapo suivante. Donc ici, vous avez 20 globules rouges. Dans le hors crise, imaginons qu'il y ait 3 drépanocytes. En crise, imaginons qu'il y ait 11 drépanocytes. En fait, vous voyez que c'est une question de proportion entre les cellules drépanocytaires et les cellules à forme et à comportement normal. Diapo suivante. Donc, ce qu'on propose de faire avec les soins transfusionnels, quand on n'arrive pas à faire baisser la proportion des drépanocytes en crise, c'est finalement d'augmenter la proportion de globules rouges à comportement normal. Donc les 11 drépanocytes qui sont ici, on va les laisser, puisqu'ils sont ils sont présents. Mais par contre, on va ajouter des globules rouges transfusés qui vont, renforcer l'action des globules rouges à comportement normal. Donc finalement, on va baisser la proportion des globules rouges à comportement problématique et ce phénomène va permettre que le sang circule mieux dans les vaisseaux et au bout d'un certain temps, ces drépanocytes vont finir par reprendre leur forme normale. Diapo suivante. Vous pouvez passer, normalement, c'est diapo suivante. Alors, voilà. Donc, les soins transfusionnels vont être de différents types en fonction de l'importance du volume à transfuser. Si on veut réduire un peu la proportion des drépanocytes, on pourra utiliser juste une transfusion simple et passer 1 ou 2 poches en fonction du gabarit du patient et si le tableau n'est pas très grave. Si par contre, on considère qu'il faut vraiment beaucoup lui faire baisser la proportion de globules rouges qui pose problème, on va avoir besoin de soustraire du sang du patient avant de passer cette transfusion de sang de donneur. Et quand on a l'intention de réduire énormément la proportion de drépanocytes, il est question de transfuser énormément, mais bien évidemment, on ne peut pas passer 5 ou 6 poches ou 8 poches de sang à une personne sans en enlever. Donc, on va faire ce qu'on appelle un échange en soustrayant des globules rouges du patient et en transfusant des poches. Et pour ces échanges de gros volumes, diapo suivante, on peut le faire manuellement, mais on peut également utiliser un séparateur. Les 2 techniques sont finalement équivalentes en termes d'efficacité, c'est surtout en termes de praticité et de facilité pour le patient. Donc voilà un peu le principe de ces soins par manipulation du sang. Diapo suivante. Vous avez l'hémodilution, la transfusion. On peut parler de transfusion simple, d'échange érythrocytaire, soit en manuel, soit en technique automatisée. Diapo suivante. Et voilà ce que ça donne un peu en image, le principe des soins. L'hémodilution ne repose que sur la manipulation du sang du patient. Il n'y a pas de transfusion, pas d'utilisation de sang de donneur. Et pour la transfusion, on réduit un peu, beaucoup ou énormément la proportion de globules rouges drépanocytaires grâce à des globules rouges transfusés de donneurs. Diapo suivante, et je crois que c'est la dernière. Je vous remercie. Merci beaucoup, c'est très didactique et je pense que ça va permettre de lancer la discussion. Et donc, avec les organisateurs, nous avons convenu, Caroline et moi,
d'écouter vos questions et d'y répondre du mieux que nous pouvons. Alors, je ne sais pas si les questions seront sous forme écrite ou orale. Alors, il y en a quelques-unes déjà dans le chat. Alors, je garde les questions des intervenants précédents pour la fin, bien sûr. Donc, pour ce qui concerne exclusivement les échanges érythrocytaires, nous avons un commentaire concernant une personne qui a un fils SC et qui est hémodilué toutes les 5 semaines et qui témoigne qu'il n'a pas fait de crise depuis plus d'1 an. Il a 15 ans et donc c'est plutôt un témoignage d'efficacité de l'hémodilution. Une question d'Adia Ratou. Un patient SC qui a 140 grammes par litre, voire plus de taux d'hémoglobine et qui ne fait pas de crise, doit-il quand même être saigné? Ouais, effectivement, on se pose souvent cette question d'intervenir de façon réparatrice ou curatrice ou préventive. C'est difficile de trancher parce qu'effectivement, les drépanocytaires sont des patients qui ont une hétérogénéité dans les manifestations de leur maladie. Il y a une notion un peu individuelle. Cela étant dit, il ne faudra pas attendre la dernière minute pour mettre en place ce traitement. Il faut savoir que quand on vit avec 14 grammes d'hémoglobine ou 140 grammes par litre, ça dépend quelle est l'unité qu'on utilise, on a en fait très largement suffisamment d'hémoglobine pour tous les exercices de la vie quotidienne et plus. Et que si on descendait artificiellement donc ce taux aux alentours de 11 grammes, on n'endurait pas de handicap. Donc, sur le plan du retentissement du traitement, sur le plan des performances de l'individu, ce ne serait pas gênant. Bien sûr, ce qui est gênant, c'est de rentrer dans un protocole thérapeutique sur le long terme avec des échéances. Il faut revenir à l'hôpital, surtout si on va très bien. On ne comprend pas très bien pourquoi on devrait se soigner alors qu'on va très très bien. Et le problème de la prévention, c'est ça, hein, souvent, c'est que quand ça marche bien, la prévention, on se demande bien pourquoi on l'a subie, parce qu'on n'en voit pas trop l'utilité au quotidien. C'est précisément ça le problème de la prévention, c'est qu'elle est là justement pour qu'il ne se passe rien. Donc, il faut rentrer ça dans le logiciel d'acceptation des soins par les patients et les familles. Je voudrais dire que nous, les principaux problèmes qu'on rencontre avec le taux élevé d'hémoglobine chez cette catégorie bien à part de patients drépanocytaires qui sont SC ou S-bêta+, thalassémie, les expose à ce qu'on appelle un hasard d'événements, et en particulier au phénomène de surdité ou de troubles majeurs de l'équilibre qui surviennent subitement. Et là, du coup, on n'est plus dans un traitement préventif, mais on est dans un traitement curatif urgent, urgentissime même. Et donc, pour récupérer rapidement la fonction qui vient d'être perdue. Et ça marche très bien, mais il faut le faire dans les heures qui suivent. Donc là, vous voyez, c'est pour ça que d'une façon générale, on essaye de privilégier l'approche préventive plutôt que d'être confronté dans des situations qui ne sont pas toujours faciles à gérer, une manœuvre curative. Ça peut être la même chose pour le trouble de la vue, la perfusion sanguine dans la rétine. Et puis également, on peut avoir des accidents de priapisme qui sont rares dans les formes SC ou S-bêta-thalassémie, mais ces événements sont particulièrement préoccupants si on les laisse évoluer. J'avais juste un commentaire concernant les personnes SC avant de passer aux questions concernant les échanges. Il faut garder en tête que les pédiatres et les adultes ont des comportements différents par rapport à l'hémodilution,
parce qu'on se repose sur une carence en fer et c'est vrai que les pédiatres évitent d'utiliser ces traitements en secteur pédiatrique pour que l'enfant ait toutes les chances de bien pousser, de bien faire sa croissance et son développement neuropsychologique. Donc c'est vrai que par rapport à l'hémodilution, ce que j'ai pas précisé, c'est que c'était essentiellement une pratique en secteur adulte, ce qui n'empêche pas non plus de l'utiliser à titre thérapeutique chez l'enfant. L'adolescent s'il est concerné, mais effectivement, c'est plutôt les médecins adultes qui l'utilisent en prévention. Oui, il faut savoir que les enfants n'ont pas un taux d'hémoglobine aussi élevé que les personnes post-pubertaires. Après la puberté, il y a d'un seul coup une montée de l'hémoglobine, dont je disais tout à l'heure qu'elle n'était pas forcément archi-utile à la santé, mais qui expose davantage les adultes et aux jeunes adultes à ces problèmes. Alors que les enfants ont des taux d'hémoglobine plutôt bas, enfin raisonnables, disons, 11-12 grammes. Alors, il y a des questions. Il y a une question concernant l'usage des anti-inflammatoires pendant une crise drépano. Donc, est-ce qu'on peut donner des anti-inflammatoires pendant une crise drépano? Ça sort un petit peu du cadre, mais c'est peut-être une question importante à traiter. Monsieur Gonzalo est toujours là. Gonzalo, es-tu avec nous? Sinon, on va répondre. Bon, simplement pour dire qu'il y a crise et crise. Et que quand la crise est de haut niveau et qu'elle requiert une hospitalisation, alors il est rare que les anti-inflammatoires suffisent. Ils peuvent peut-être aider, mais ce n'est pas sûr. Et on s'en méfie beaucoup dans le contexte d'hospitalisation parce que, d'abord, c'est tout à fait contre-indiqué chez les personnes déshydratées. Ensuite, dans les personnes en situation de stress, il faut faire attention parce que ce sont des médicaments qui peuvent avoir des actions toxiques sur l'estomac. Et puis, ils n'ont pas le bénéfice sur la douleur est tout à fait discutable. Et ça ne doit en aucune façon se substituer aux médicaments les plus actifs sur la douleur, comme la morphine, par exemple. Alors, il y a des questions et des commentaires concernant les volumes échangés et également la technique manuelle versus automatisée. Un commentaire de Yolande qui précise être atteinte de drépanocytose SS et qui témoigne effectivement que les échanges manuels ne sont pas équivalents aux érythraphérèses. Pour elle, c'est le jour et la nuit. Donc effectivement, par rapport à ce que j'ai dit dans la présentation, le manuel permet d'arriver aux objectifs en termes de réduction d'hémoglobine pathologique de façon efficace en situation aiguë. Bien sûr, en programme, c'est beaucoup plus confortable les érythrophérèses pour les patients. Effectivement, c'était une précision importante à apporter parce qu'effectivement, le volume échangé est massif et en très peu de temps, ce qui permet d'espacer les prises en charge transfusionnelles. Et par ailleurs, certains patients supportent beaucoup mieux l'automatisé que le manuel. Pour d'autres, c'est un peu l'inverse. Et effectivement, Yolande précise que la quantité de sang échangée en manuel est très limitée, ce qui limite aussi l'efficacité du traitement. Dagmar s'interroge sur de combien de poches de sang a besoin d'un adulte pour être échangé entre guillemets énormément. Je ne sais pas si vous voulez répondre. Oui, bien sûr. Mais effectivement, en fait, quand on utilise une machine, on ne peut pas utiliser une machine sans avoir une modalité de calcul. Alors, dans le calcul rentre le volume sanguin estimé du patient, et ça, on l'estime par rapport à son poids.
et son genre, puisqu'il y a une petite différence homme-femme. Et puis, d'autre part, quel est l'objectif? Alors, tout à l'heure, on a bien montré, c'était très didactique, que l'échange permet de substituer, de retirer un maximum de globules rouges anormaux, pathologiques, pathogènes même, par des globules rouges de déformabilité parfaitement normale et qui vont donc pouvoir rétablir une oxygénation adéquate de tous les tissus, y compris les tissus qui sont invalidés par la crise, éventuellement. Et donc, il faut savoir quel est l'objectif. Par exemple, et là, on a la chance dans la drépanocytose de pouvoir très facilement savoir quelle est la proportion de globules rouges du patient vis-à-vis des proportions des globules rouges transfusés, simplement en regardant la proportion des hémoglobines, puisque les globules rouges qu'on apporte au patient ne contiennent que de l'hémoglobine A, et les globules rouges du patient ne contiennent pas d'hémoglobine A, mais de l'hémoglobine S. Et donc, quand on fait le ratio entre les deux, on a grosso modo le rapport entre les globules rouges du patient et les globules rouges transfusés. Et donc, si on veut fixer un objectif, par exemple, diminuer la proportion des globules rouges malades en dessous de 30%, eh bien, cela va automatiquement induire, avec les données précédentes que j'ai dites, un volume de sang à utiliser et un scénario d'échange, c'est-à-dire la soustraction et les apports dans le temps, la façon dont ça se déroule dans le temps, la vitesse de perfusion, etc. Tout ça est programmable dans la machine. Et donc, voilà, ça va dépendre. Alors, pour répondre maintenant de façon tout à fait pratique, c'est rare qu'on puisse faire un échange machine chez un adulte à moins de 5 unités de poche de transfusion. Alors qu'en manuel, évidemment, on reste en général à 2 ou 3 unités. Et bien entendu, il faut répéter la manœuvre un peu plus tard pour avoir un résultat à peu près analogue. Donc, il y a quand même une consommation de sang qui est supérieure par acte, ça c'est sûr, pour les échanges sur machine. Sur le long terme, compte tenu du fait que souvent les séances de transfusion sont plus espacées quand on travaille sur machine, il y a sûrement un surplus, mais qui est moindre que ce que l'on peut imaginer si on prend une année, par exemple, de programme transfusionnel. Et l'autre particularité très, très intéressante des échanges sur machine, c'est qu'on soustrait des globules rouges, c'est du travail de substitution, et que par conséquent, ça supprime, ou du moins limite considérablement, l'effet secondaire des transfusions, qui est l'effet secondaire numéro 1, qui est l'accumulation pathologique de fer dans le corps, avec une intoxication par le fer qui finit par être très importante au-delà d'un certain nombre de transfusions. Et avec les échanges transfusionnels sur machine, on tend à éviter ce phénomène secondaire et c'est particulièrement précieux pour la prise en charge des patients. J'ai débordé un peu dans ma réponse, mais bon, c'est lié. Tout ça, c'est lié. Une question qui est liée également. Alors, excusez-moi, j'essaie de la retrouver. Une question qui boucle un peu sur les objectifs et les échanges érythrocytaires. Existe-t-il un traitement particulier d'une attaque cérébrale chez une personne drépanocytaire? Oui, c'est une grande urgence, hein, l'attaque cérébrale. Alors, il faut savoir malgré tout que il faut très très vite de savoir de quel genre d'attaque il s'agit, parce que si l'échange transfusionnel ne se discute pas a priori comme traitement premier, à condition d'ailleurs malgré tout que la personne ait un groupe sanguin et un état d'immunisation qui permettent cette approche transfusionnelle sans prendre de danger supplémentaire par rapport à son état. Bon, ça existe malheureusement. Il y a des cas dans lesquels on a bien gêné pour trouver du sang compatible et parfois même il n'y en a pas. Ça peut arriver jusque-là.
Et donc, ça renforce, bien sûr, au passage, la nécessité qu'un maximum de sujets d'origine, qui ont les mêmes origines géographiques que les patients, soient des donneurs de sang, pour arriver à trouver les sangs compatibles, parfaitement compatibles. Bon, ça, c'était une parenthèse, mais c'est important. Non, simplement, ensuite, il y a accident cérébral et accident cérébral. On ne va pas traiter de la même façon une hémorragie dans le cerveau d'un trouble d'oxygénation du cerveau lié à soit un rétrécissement d'une artère qui ne débite plus suffisamment de sang et d'oxygène, soit un embole, c'est-à-dire si vous avez une cardiopathie, par exemple, vous pouvez fabriquer des petits caillots qui vont aller se coincer dans les vaisseaux du cerveau. Et ça peut arriver, ça arrive régulièrement. Et bien entendu, l'approche thérapeutique ne sera jamais la même dans toutes ces situations. Et ça, ça nécessite donc deux choses très urgentes: le traitement, la mise en œuvre du traitement transfusionnel et le diagnostic précis. On a un certain nombre de témoignages de personnes qui ont eu un programme, qui ont été mis sous programme d'échange transfusionnel et qui sont satisfaits de l'effet préventif. Je suis désolée, je regarde les questions. Je crois qu'on a fait à peu près le tour sur les échanges. Juste un commentaire par rapport aux intervalles entre deux échanges, soit manuels, soit automatisés. L'intervalle qui sera proposé aux patients pour qu'ils soient stables et qu'ils restent dans les cibles thérapeutiques dépendra aussi des capacités de régénération de la moelle osseuse, et notamment les personnes qui sont sous hydroxycarbamide en traitement préventif auront tendance à avoir un petit peu moins de régénération, et en fonction de la dose d'hydroxycarbamide. Donc, je me permets simplement ce commentaire parce que c'est une question qui me revient souvent, de la question de l'intervalle entre des échanges qui peut être différent en fonction des patients et qui dépend également des traitements reçus par ailleurs. Et de la situation rénale aussi. Oui, aussi, ouais. Pourquoi le rein intervient dans cette affaire? C'est parce que vous avez tous entendu parler des cyclistes et autres sportifs qui se dopent à l'EPO. L'EPO, c'est une substance naturelle que nous fabriquons et que les reins fabriquent. Et c'est cette substance qui va réguler la fabrication des globules rouges. Parce que les globules rouges vivent 4 mois naturellement, et donc ils sont en constant renouvellement. Et ils sont à peu près stables dans le temps. On a X millions de globules rouges par millimètre cube, et puis ça ne bouge pas en apparence. En fait, c'est comme une rivière, si vous voulez. Ça coule à fond, mais le niveau ne bouge pas en apparence. Et pourtant, il y a du débit. Et ce débit, il est régulé par l'EPO. Et donc, ce que font les sportifs, je pense, c'est qu'ils prennent de l'EPO pour augmenter artificiellement leur nombre de globules rouges et donc leur oxygénation musculaire. Mais dans la drépanocytose, c'est la même chose, c'est l'EPO qui commande, sauf que la rivière, au lieu d'être plate, elle est très pentue, c'est-à-dire c'est un torrent. C'est un torrent qui coule à toute vitesse et que l'EPO, malgré sa augmentation très forte, n'arrive pas à compenser complètement. Peut-être d'ailleurs à juste titre, parce que ce serait peut-être pas très bon d'avoir trop de mauvais globules rouges. Il vaut peut-être mieux en avoir un peu moins que la normale. Voilà. Et donc, le rein, c'est dans les reins qu'est fabriqué l'EPO. Et donc, quand on a une atteinte des reins, eh bien, on a une sécrétion d'EPO qui est diminuée, et souvent, on a des rendements transfusionnels, on appelle ça le rendement transfusionnel, ce que j'ai expliqué tout à l'heure, c'est-à-dire la proportion de globules rouges fabriqués par le patient qui diminue rapidement dès qu'on se met à le transfuser.
Donc ça donne des facilités d'un côté pour avoir des bons rendements en pourcentage d'hémoglobine thérapeutique par rapport, enfin de globules rouges thérapeutiques par rapport aux globules rouges du patient. Mais par contre, comme il produit peu, ça oblige à transfuser plus souvent. Nous avons encore 2 minutes pour une dernière question de Diana Ba qui se demande s'il est possible de changer l'intervalle après quelques années d'échange. Elle prend son exemple, elle est sous programme d'échange depuis 15 ans et elle se demande si elle peut changer son intervalle, probablement pour l'élargir si elle fait moins de crises, d'autant plus que elle voit qu'il y a des nouveaux traitements qui arrivent sur le marché et que ça peut être une aide à alléger les soins transfusionnels, je suppose. Oui, tout à fait. C'est des questions qu'on se pose souvent pour diverses raisons, effectivement, puisque c'est quand même des contraintes pour le patient et puis pour le système hospitalier aussi. Et on teste alors avec le consentement du patient, ou de la patiente en l'occurrence, la substitution d'une approche thérapeutique par une autre. Mais en général, quand on a obtenu quelque chose qui fonctionne et qui permet de mener une vie normale, il faut y aller avec prudence si on veut changer les choses. Il faut avoir de bonnes raisons de le faire. Bon, tout est possible, mais on ne se lance pas là-dedans comme ça, uniquement pour dire on va faire de l'épargne transfusionnelle ou je ne sais quoi. L'intérêt du patient prime, et l'intérêt bien compris du patient, j'entends, pas seulement son propre point de vue, mais aussi le point de vue médical. Merci beaucoup. On aura d'autres questions un peu générales sur la drépanocytose qu'on va proposer de basculer à la session questions-réponses. Et le moment est venu de parler de sport et drépanocytose.